Bienvenue à Idéal Média, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Nous allons parler du politiquement correct à l'université, de la question des libertés, notamment de la liberté éducative, de la liberté universitaire. Et puis, nous allons voir dans cette émission comment l'université est aujourd'hui devenue un lieu où malheureusement ces libertés, notamment la liberté d'expression, sont de plus en plus restreintes. Pour en parler, mes deux invités cette semaine, Frédéric Rouvillois et Alcide Lepoder. Frédéric Rouvillois qui est professeur de droit à l'Université de Paris et Alcide Lepoder, élève avocat et qui est rattaché au Cercle Droit et Liberté. Frédéric Rouvillois qui a publié plusieurs ouvrages, dont notamment une étude du macronisme en nouveau saint-simonisme. Mais si je le reçois cette semaine, c'est pour évoquer son dernier livre, qui est assez différent dans le style, dans la forme aussi, et qu'il s'agit d'un polar, où est évoquée une trouble histoire à l'université, et à travers ce polar, c'est le monde universitaire qui est évoqué. Et Frédéric Rouvillois, vous appartenez à une race assez particulière, puisque c'est celle des agrégés de droit, qui est celle que vous mettez en avant, je ne vais pas forcément dire en valeur, mais en tout cas en avant dans votre roman. Alors des agrégés de droit, vous dites qu'on en sort que les pieds devant, donc c'est une petite caste où il y a le pire et le meilleur aussi, heureusement. Oui, a priori, écoutez, j'espère que oui, il y a le pire, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Il y a le meilleur, j'en connais, et j'en ai croisé, Dieu merci, un assez grand nombre. Il y a quand même des gens de très très haute qualité, à la fois intellectuelle, morale, scientifique, parmi cette entre guillemets caste. Et caste qui a cette particularité, notamment par rapport aux agrégés, notamment d'histoire ou de mathématiques, etc., de se recruter non pas après un M1 ou un M2, mais après la thèse. Autrement dit, c'est voilà, on est agrégé de droit autour de, en moyenne, voilà, après bac plus 10 ou 11 ou 12, donc voilà, c'est pas tout à fait le même genre de problème, c'est pas le même genre de... Et c'est pas les gens qui se dessinent au lycée, mais qui sont à l'université, c'est la voie obligée pour être professeur d'université. C'est la voie obligée, si le droit ne s'enseigne pas au lycée, et par contre, c'est une cas d'université, donc par conséquent, effectivement, c'est une agrégation des facultés de droit, comme on dit, donc, qui est là pour recruter des professeurs de droit. Ce qui fait que, d'ailleurs, éventuellement, on peut être professeur de droit très jeune, alors que on pourra enseigner l'histoire ou la littérature ou la philosophie à l'université que, logiquement, après un parcours qui est finalement plus long. Et voilà. Mais c'est une caste assez particulière et dont j'ai toujours trouvé qu'elle était finalement très, très, très romanesque. D'où l'idée d'en faire un roman, un polar, effectivement, et d'où pourquoi pas un jour d'en faire un film, parce que ça serait, je pense que c'est, enfin, j'ai écrit mon livre un petit peu comme un scénario, avec pour idée peut-être un jour d'en passer par là. Alors, ce que vous montrez à travers ce polar, c'est que c'est un monde qui tient quand même des postes intellectuels importants, qui a quand même la charge aussi de former des avocats, des gens qui ont une position importante et un rôle utile dans la société. Et on a un monde extrêmement mesquin. Où il y a une scène notamment de la soutenance de thèse, où on voit un thésard qui se fait flinguer par son directeur de thèse, donc qui cherche à lui bloquer complètement sa carrière, et des gens qui se poignardent pour des choses assez mesquines. Oui, alors en fait c'est un monde dans lequel qui est dominé par deux, comme souvent, par deux considérations, le savoir et le pouvoir. Le savoir, il est souvent très élevé. Ce sont quand même des gens qui ont commencé par faire une thèse. Qu'est-ce que c'est qu'une thèse, c'est l'équivalent d'un livre, mais un livre qui ferait 4, 5, 6, 800 pages sur un sujet bien particulier et pour lequel ils se sont donné beaucoup de mal. A priori, ce sont quand même des gens qui sont, du point de vue du savoir, en haut de l'échelle. Du point de vue du pouvoir, en revanche, le problème de l'université, et notamment des enseignants d'université, et notamment les profs de droit, c'est que voilà, ils se trouvent au fond à un niveau de pouvoir très médiocre. C'est très médiocre parce que, au fond, c'est pas à l'université qu'on prend les grandes décisions. Ça n'est plus à l'université que se fait la politique. Et donc, voilà, il y a cette espèce de combinaison entre des études extrêmement longues, un cursus
quand même compliqué et difficile un diplôme une situation très difficile à obtenir. Et au total, des gens qui sont pas bien payés, qui sont pas forcément reconnus comme ils l'étaient auparavant, et qui ont finalement un pouvoir très limité, à part celui qu'ils ont sur leurs étudiants et sur les agents administratifs qui travaillent à l'université. Donc c'est quand même pas grand-chose. Et voilà, c'est un petit peu, à mon sens, la confrontation entre ces deux éléments qui explique pas mal d'éléments du problème, et notamment, effectivement, l'amertume ou la mesquinerie ou les déviances qu'on peut noter de ci, de là dans cette agréable corporation. Et évidemment, je pense à ce qu'on vient d'apprendre à propos de collègue Olivier Duhamel. Maître moral qui a une vie assez peu morale. Oui, c'est ça, la gauche morale qui effectivement a des comportements franchement abominables, et qui, alors lui, dans son cas particulier, on a un petit peu disons que le rapport entre savoir et pouvoir est un petit peu différent, puisque lui, il avait le savoir, il a toujours d'ailleurs, mais il avait le pouvoir. Et il l'avait de manière absolument incroyable. Pouvoir médiatique, pouvoir oui, enfin, éditorial aussi, pouvoir éditorial, des notamment avec la revue Pouvoir, la revue qu'il avait créée lui-même, et qui était une des grandes revues de sciences politiques, qui a été créée dans les années 70 et dont il a toujours assumé la direction, et à ce propos de laquelle, vous savez que il avait quitté son éditeur initial, qui était les PUF, lorsque les PUF avaient demandé à un certain Pascal Gauchon de créer la commission Major. Il a Pascal Gauchon qui est le fondateur de Conflit, donc vous connaissez bien l'histoire. La commission Major, qui est une commission bien connue, remarquable, qui a beaucoup de succès. Or, et donc le Duhamel en question, donc en apprenant cela, pour des raisons de morale, a considéré qu'il ne pouvait plus être dans une maison d'édition qui hébergeait quelqu'un qui avait été jadis le responsable du PFN, et par conséquent, il est parti avec armes et bagages au seuil, et on est parfois puni par là où on a péché. C'est le Seuil qui publie le livre de ma collègue Camille Kouchner, qui travaille dans la même fac que moi, et qui raconte donc les turpitudes inouïes dont il se rendait coupable au moment même où il quittait les PUF, ou au moment même où il était, par exemple, le conseiller spécial du président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter. On a cette gauche morale qui est très présente aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des thèmes, et on va revenir au cours de cette émission, parce que votre ouvrage s'appelle un mauvais maître. Donc il y a aussi des bons maîtres, on en parlera aussi, parce qu'il faut aussi parler de ce qui est bon. Mais avant de voir cette question du bon maître et de l'enseignement, c'est la liberté qu'a aujourd'hui un professeur à l'université. Normalement, à l'université, le lieu où peut s'exprimer la liberté éducative, la liberté intellectuelle. Et on voit qu'il y a une pression forte, je ne sais pas si c'est de plus en plus fort ou pas, mais en tout cas fort, d'une gauche assez vindicative pour empêcher toute expression dissonante. Tout à fait. En fait, si vous voulez, j'ai parlé des professeurs d'université tout à l'heure, enfin de droit, mais c'est plutôt les professeurs d'université. En fait, le professeur d'université, c'est quelqu'un qui va renoncer généralement à une carrière lucrative pour bénéficier d'une totale liberté. Au fond, c'est ça. Notamment le prof de droit, c'est quelqu'un qui a renoncé à être avocat et à gagner beaucoup d'argent dans un gros cabinet d'avocats anglo-saxon pour, au fond, être libre de son travail, de ses opinions, de son temps, etc. Liberté totale, liberté qui en plus est garantie par la Constitution. Au fond, le professeur d'université, c'est l'homme le plus libre de tout le paysage. Enfin voilà, personne n'est plus libre que lui, puisqu'il y a théoriquement personne au-dessus de lui. Il y a effectivement le président de l'université qui va dire telle ou telle chose, il y a le doyen qui va dire telle ou telle chose, mais uniquement sur un plan d'organisation administrative, en quelque sorte. Sur le fond de ce qu'il raconte, il est en théorie totalement libre de sa parole. Bien. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
le politiquement correct passe par là, et que cette liberté théoriquement totale, qui est vraiment l'essence même de cette profession, et son principal intérêt. Ce qui est vraiment intéressant quand on est prof d'université, c'est ça. C'est de pouvoir, au fond, penser ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. Cette liberté, le politiquement correct, la cancel culture, l'usage effréné des téléphones portables et la possibilité de dénoncer n'importe qui sur n'importe quoi, là, malheureusement, est de plus en plus privé de sa substance. Sylvie Poder, au Cercle Droit et Liberté, c'est une thématique évidemment qui vous est chère, la défense des libertés en général, parce qu'il y a plusieurs libertés, celle d'expression en est une. Vous sortez de l'étude de droit, vous êtes avocat, donc c'est des choses que vous avez vécues. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, ces rapports de force, est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on découvre après coup? Et en tout cas, est-ce que la liberté aujourd'hui, enfin les libertés intellectuelles et de parole, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en voie de restriction ou pas? Alors pour ce qui est du Cercle Droit et Liberté, vous êtes dites vrai, le Cercle Droit et Liberté est une association qui aujourd'hui a 6 ans d'existence et qui approche les 500 membres, aussi bien des étudiants, mais également des professionnels du droit. C'est-à-dire qu'on agit aussi bien à l'université que dans le monde juridique de manière générale. Et notre objectif premier, c'est de promouvoir les libertés fondamentales dans la cité. Et on organise pour ça des débats, des conférences, du contenu culturel avec des interviews, sur des sujets que l'on estime aujourd'hui peu abordés, voire plus du tout. Des sujets tels que la critique des droits de l'homme, le port d'armes, la légitime défense, l'extraterritorialité du droit américain. Et il est vrai aujourd'hui qu'à l'université, on se rend compte qu'il est devenu très difficile de débattre de certains sujets. Mais certains parlent d'une forme de chape de plomb qui verrouillerait tous les débats, certains parlent d'une forme de politiquement correct. Mais je pense qu'il faudrait ici distinguer les termes, si vous me le permettez, parce que le politiquement correct, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de l'université, en réalité, le politiquement correct a toujours existé à l'université. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, ce sont tous les concepts et théories qui nous viennent des États-Unis, avec l'épicentre très connu qui est le campus d'Evergreen. Et toutes ces théories, de son influence américaine, avec la French Theory également, les penseurs de la déconstruction, Derrida, par exemple, c'est toutes les théories dites décolonialistes, c'est le racialisme, c'est les théories du genre également. Et elles ont toutes en commun, ces théories, d'appartenir à cette même entreprise intellectuelle, politique, et à viser clairement totalitaire. C'est ça, on pèse nos mots totalitaire, puisque leur bras armé, et c'est là qu'il faut parler de la cancel culture, c'est le fait de refuser toute forme de débat. C'est-à-dire qu'une idée qui pourrait paraître offensante, ou qui pourrait offenser les nouveaux champions de ces idéologies, doit être mise de côté. Et beaucoup d'intellectuels français s'inquiétaient finalement de l'importation en France de ces concepts. C'était d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Geraldine Smith, Vu en Amérique, bientôt en France. En réalité, en France, c'est déjà arrivé depuis plusieurs années. On en a de nombreux exemples. C'est par exemple la philosophe Sylvia Nagezanski, qui avait manifesté son opposition personnelle à la GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire un contrat à titre onéreux par lequel une personne loue son ventre en contrepartie d'un prix. Elle avait manifesté son opposition. C'est son droit, de toute façon, il n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas. La question, c'est elle devait participer à une conférence à l'université de Bordeaux sur justement cette question de la marchandisation du corps humain. Elle n'a pas pu se rendre à l'université de Bordeaux parce qu'on lui a signifié qu'elle était menacée dans sa chair parce que différentes associations d'intérêt catégoriel avaient menacé d'intervenir physiquement pour l'interdire de participer. Donc ici, un exemple, on ne peut pas débattre parce que l'idée est mal reçue et considérée comme offensante. Le deuxième exemple, et j'en terminerai par ça, c'est le professeur Aram Mardi-Roussian, qui est professeur d'histoire du droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et celui-ci, au cours d'un cours d'histoire du droit et au cours d'une démonstration intellectuelle dont on a complètement mis de côté, avait essayé de lancer un débat sur le mariage pour tous notamment et de déconstruire quelque part le concept de non-discrimination. Celui-ci ne peut plus remettre un pied à l'université aujourd'hui. Et donc, c'est l'une des raisons, je pense, en tant qu'étudiant, enfin ancien étudiant et maintenant élève avocat, pour lesquelles j'ai rejoint le Cercle de Droit et Liberté. C'est parce que nous souhaitons apporter cette contradiction sur ces sujets. Et nous le faisons notamment grâce à l'interview que nous avons donnée avec Frédéric Rouillon. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, parce qu'il y a, dans les années 50-60, l'université, elle était sous le giron de Moscou d'un côté, ou après maoïste. Donc on a l'impression, si on regarde, et vous qui êtes notamment travaillé sur l'histoire des idées,
que finalement, il y a une soumission intellectuelle de l'université française à un terrorisme intellectuel et à des idées étrangères qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui semblent quasiment inscrits dans les gènes de l'université. Non, c'est pas inscrit dans le champ. C'est-à-dire que les modalités sont très différentes. Et les modalités, au fond, impactent évidemment sur le fond, si vous voulez. Dans les années 60, quand effectivement un professeur de droit ou d'histoire manifestait dans une fac de gauche des convictions contraires à la doctrine dominante de cette fac, voilà, il y avait des protestations, il y avait éventuellement des tractages après, il y avait des... Mais on n'entrait pas dans cette espèce de... Si vous voulez, dans les modalités actuelles, avec notamment la possibilité de filmer, avec la possibilité de recourir aux tribunaux, avec la possibilité de s'en ouvrir aux réseaux sociaux, et avec la lâcheté, naturellement, des pouvoirs publics, et notamment des institutions, enfin, des instances universitaires, et éventuellement du ministre, ont complètement changé la donne, si vous voulez. C'est pas du tout la même chose. De même, d'ailleurs, que l'ambiance de la fac d'autrefois et la fac d'aujourd'hui n'est pas du tout la même. J'avais raconté un jour, j'avais fait un papier dans Causeur là-dessus. Mon amphi 20 ans après. C'est-à-dire l'amphi où j'arrive étudiant au début des années 80 et l'amphi dans lequel je reviens 20 ans après en tant qu'enseignant. Quand j'arrive en fac de droit, c'est en 1982, dans l'amphi, ça chahute, ça gueule, tout le monde fume, y compris le prof, y compris les élèves. Il y a une partie qui est de droite, alors il gueule chaque fois que le prof dit des trucs de gauche, et vice-versa. Enfin, il y a une ambiance permanente, une espèce de chahut, de discussion, de choses extrêmement vivante qui est tout à fait frappante. Et le prof ne se gêne pas, effectivement. J'avais un prof qui était en droit constitutionnel, qui connaissait très bien l'URSS, qui venait avec une chapka en cours, qui lisait la Pravda, il traduisait directement les trucs de la Pravda. Rassurez-vous, il est devenu ensuite sénateur UMP et maire du Havre. Donc voilà, c'est pas... mais bon, voilà, c'était quelque chose de très singulier, et avec effectivement une espèce de liberté évidente. C'est ça qui est très frappant. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Effectivement. C'est atone, il n'y a pas un bruit. Totalement atone, il n'y a pas un bruit. Vous dites n'importe quoi, les étudiants l'écrivent fébrilement sur leur papier. Vous pouvez leur dire absolument ce que vous voulez, au fond, sauf certaines choses. Et alors là, certaines choses, c'est totalement interdit, et c'est ce que mon pauvre collègue Marie Desrossiens a éprouvé, mais comme d'autres. Effectivement, il y a des mots, on peut tout dire, y compris des choses extraordinairement osées, si j'ose dire. Mais il y a des mots, effectivement, des mots clés qu'il faut pas employer. Il y a des choses qui sont tabous, qui sont bannies. Et alors, celui qui aurait le malheur de le faire serait aussitôt convoqué, effectivement, devant le doyen, devant les autorités de l'université, et éventuellement devant des instances disciplinaires qui pourraient lui infliger des sanctions extrêmement lourdes. Alors justement, pour votre sanction, votre ouvrage est dédié à un certain Jean-Luc. Alors le lecteur qui n'est pas trop dans le milieu du droit ne verra pas de qui il s'agit. C'est une personne réelle avec une histoire extrêmement triste, et quelqu'un qui a été condamné pour avoir défendu le droit d'étudier. Absolument. Alors pour l'instant, c'est donc Jean-Luc Coronel de Boissaison, qui est professeur agrégé d'histoire du droit, qui était professeur donc à la faculté de Montpellier, et qui, alors il faut comprendre, pour comprendre les choses, il faut dire qu'est-ce qui se serait passé si les enjeux politiques n'avaient pas été les mêmes. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si c'était un prof d'extrême gauche qui avait réagi contre une occupation dans son université par l'extrême droite. Là, en l'occurrence, donc c'était en 2017, si je ne m'abuse, ou 2018. Oui, c'était dans ces eaux-là. Enfin...
Manifestation Voilà. étudiante, blocage. Non, c'est pas manifestation, c'est en Ouais. fait occupation de l'université de Montpellier et de la fac de droit de Montpellier par des éléments venant d'on ne sait où, certains étudiants, d'autres personnes qui n'avaient rien à faire dans une université quelconque. En tout cas, très peu de membres, très peu d'étudiants de la fac de droit, occupant donc des amphis et surtout dégradant l'université de manière absolument Sachant que c'est un site invraisemblable. qui est classé, un site historique, c'est pas Tolbiac, c'est pas un truc. Ah non, moche. c'est ça, c'est Ouais. une université très ancienne, c'est depuis l'Île-de-France, etc. Et se comportant de manière absolument abominable, notamment, il y a une scène qui était passée sur les vidéos et qui, moi, m'avait littéralement scotché, si je veux dire. C'est le doyen de l'université, qui a lui aussi été condamné lourdement, un petit peu moins que Jean-Luc Coronel, mais tout de même, qui se trouve face à face, entouré par un groupe de jeunes femmes, qui ont toutes au moins une tête de plus que lui, et généralement qui sont assez costaudes, et qui tiennent à la main des tampons pleines de sang, le leur en l'occurrence, qu'elles l'obligent à prendre à pleine main. Vous voyez l'espèce de scène, on a l'impression que ça a été inventé par Buñuel ou par Fellini dans un but de choquer le spectateur. C'est absolument une scène qui est invraisemblable. Et le pauvre doyen, donc, face à ça, face à ces viragos qui l'obligent à empoigner littéralement des tampax pleins de sang, eh bien, obéit. Et on voit à l'arrière-plan, donc, mon collègue Coronel qui voit ça et qui est complètement éberlué. Et les faits ont lieu quelques, je crois, minutes ou quelques heures après, mais peu de temps après. Il y a des gens de l'extérieur qui entrent dans la fac, cagoulés, et qui, avec des petits bouts de bois, mais des petits morceaux voilà, entrent dans l'amphi, tapent sur les tables de l'amphi pour faire peur aux gens qui occupent cet amphi, pour chasser en fait cette racaille, c'est le mot, qui est en train de dégrader la fac et d'empêcher les étudiants évidemment d'étudier un peu sur le long terme, parce que après des dégradations comme ça, il faut longtemps pour que la fac retrouve ses fonctions et assure le service public. Bon, bref, mon camarade donc se joint à ces personnes venant de l'extérieur. Lui-même n'est pas masqué, évidemment, il est parfaitement reconnaissable. Il est comme toujours en tweed avec des gants, donc il n'est pas. Voilà. Au passage, il se fait tabasser par l'une des personnes qui occupait l'université. Il a d'ailleurs un jour d'ITT. Il lui donne un coup de poing pour se défendre, mais bon, voilà, rien de plus que ça. Voilà. Finalement, donc, la fac est libérée grâce à cette intervention, mais la police arrive aussitôt et finalement ce sont les libérateurs qui vont être considérés comme des intrus et des malfaiteurs, alors que de toute évidence, voilà, ils ont fait ce que les autorités de l'université n'avaient pas voulu faire et n'avaient pas osé demander à la police. Voilà. Donc ils se sont en fait substitués, et vous parliez tout à l'heure, cher ami, de légitime défense, c'est exactement ça. On est vraiment dans la logique de la légitime défense. La légitime défense, c'est au fond de se substituer à l'État lorsque l'État n'intervient pas pour assurer une fonction qui est l'une des siennes. Que ce soit la défense contre une agression physique ou contre un autre type d'agression. Là, c'est exactement ça. L'État n'intervient pas alors qu'il doit intervenir. Des gens interviennent à sa place, et normalement, quand il y a légitime défense, il n'y a pas de problème. Sauf que là, on va considérer que non, ce sont eux les agresseurs, et qu'ils vont être poursuivis au pénal, d'une part, et d'autre part, au fond, c'est le plus grave pour Jean-Luc Coronel, devant les instances universitaires, qui, la chose va être délocalisée, l'instance va être délocalisée devant donc une instance disciplinaire, je crois, de l'université Paris 1, et il va être jugé donc par, alors je crois qu'il y a d'ailleurs un chimiste indien,
spécialiste de la culture grecque allemande, tout ça étant prof à Paris 1, donc qui vont décider de le révoquer, c'est-à-dire en fait du jour au lendemain de le priver de son gagne-pain et de ce qui est par ailleurs sa passion, parce que ce qui caractérise en fait ce professeur Jean-Luc Coronel, c'est pourquoi est-ce qu'il est intervenu dans ces circonstances, c'est parce qu'il est tellement passionné par son travail, par son métier, par cet enseignement qui est véritablement le cœur de son existence, qu'il était sur place à 11h du soir ou à minuit, lorsque les événements ont eu lieu, pour essayer de protéger l'université, alors que les mauvais maîtres ou les maîtres médiocres vaquaient à leurs occupations personnelles sans du tout se soucier du problème. Vous voyez, c'est le côté atroce de la chose, c'est que voilà, c'est un bon maître, un maître excellent, adoré par ses étudiants, élu chaque année comme le prof le plus sympathique et le plus passionnant de l'université de la fac de Montpellier, et qui, parce qu'il a voulu défendre justement l'enseignement, ce service public qui est aussi, qui va bien au-delà d'un simple service public, de transmission de culture, de savoir, de valeurs, etc., eh bien, est intervenu et donc a été sanctionné. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Lui est révoqué, donc il a fait des recours. Donc oui, donc il y a des recours. Pour l'instant, les recours sont voilà. Et le doyen a été mis à la retraite ou interdit. Le doyen, âgé de 59 ans, a été suspendu pour 5 ans sans traitement. Vous avez 59 ans, et on vous dit du jour au lendemain, mon vieux, maintenant, faut trouver un boulot. Hein. Pendant 5 ans, tu ne seras pas payé. Vous voyez la situation mais totalement invraisemblable et surréaliste dans laquelle se trouvent en fait ces deux collègues qui avaient pour malchance de se trouver là à ce moment-là, et pour malchance par ailleurs d'être des gens conservateurs ou de droite de manière totalement assumée face à des occupants, des grévistes qui étaient des gauchistes évidemment à tout craint. Et je dis, imaginons l'hypothèse inverse. Imaginons effectivement une fac occupée par un groupe de entre guillemets fascistes, de gens d'extrême droite, etc., et quelqu'un qui viendrait pour les déloger. Quelqu'un qui a la réputation d'être quelqu'un d'extrême gauche. Qu'est-ce qui se serait passé ? La personne aurait été félicitée immédiatement, il aurait été promu dans l'ordre des palmes académiques et probablement la Légion d'honneur, et jamais on l'aurait poursuivi devant quelques instances disciplinaires que ce soit. Et si tant est que quelqu'un avait osé faire une chose comme ça, tous les médias de gauche lui seraient tombés dessus en disant « Vous êtes fou, ce type a sauvé la fac de Montpellier de l'intrusion abominable des populistes et de la droite extrême. » Et voilà. Enfin, vous voyez, l'histoire de Washington, c'est un peu ça, si vous voulez. Hein. Washington, c'est les grévistes qui occupent le Capitole. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui vont les mettre dehors ? Est-ce qu'on considère que ce sont des fascistes et tout abominables, ou est-ce qu'on considère que ce sont des gens qui sont là pour faire respecter l'ordre ? Voilà, c'est un peu la même chose en l'occurrence. Vous, quand vous étiez étudiant, vous avez vu ce genre de blocage, ou c'est parfois un peu récurrent à l'université Alors, j'ai vécu le grand blocage de Tolbiac, qui avait été un peu le dernier grand blocage là-bas. Avec le célèbre chien de Tolbiac. Exactement, on avait assisté à la création du compte Twitter du fameux chien de Tolbiac, et qui avait envie de s'échapper de là-bas parce que la situation était terrible, parce que finalement, l'occupation de ce campus avait mené à la transformation finalement de l'esplanade devant Tolbiac en une véritable rave party, un peu comme ce qui s'est passé à Rennes dernièrement. Sans masque et sans gel hydroalcoolique en plus. À l'époque, il n'y avait pas le Covid encore, mais peut-être que ça aurait... Et comment ça se fait qu'on en soit arrivé là, à l'université qui est censée former des gens, avoir des étudiants et quand même d'un certain niveau intellectuel, on tombe dans quelque chose qui est moins que rien. Enfin, c'est ce genre d'occupation, des destructions des bâtiments. Oui, alors là, pour le coup, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Ça a absolument toujours existé, évidemment. Ça a toujours existé, sauf que l'idée de sanctionner avec une violence aussi inouïe un enseignant parce que il a voulu rétablir l'ordre dans son université, là, pour le coup, c'est quelque chose qui marque bien effectivement cette domination
du politiquement correct, et le fait que, et ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur la cancel culture, hein, le fait que d'une part on a la théorie, c'est-à-dire le droit public, le droit constitutionnel qui nous dit que le professeur d'université est effectivement a une totale liberté dans l'université, et la réalité qui est que cette liberté, elle est au fond extraordinairement fragile et remise en cause dans sa consistance même par cette nouvelle culture qui nous arrive, ou cette pseudo-culture qui nous arrive, qui est en fait une contre-culture dans le sens le pire et le plus aberrant du terme, hein, au sens où l'entend Jean-Louis Harouel dans son ouvrage sur culture et contre-culture. On est vraiment, voilà, c'est... Là, il y a un double enjeu derrière. Enfin, c'est la formation des étudiants en France, évidemment, mais c'est aussi une question d'attractivité, de puissance intellectuelle. Alors, il y a la question des étudiants qui vont à l'étranger pour faire leurs études, ce qui en soi n'a rien de mal, mais la question c'est ce qu'ils vont après revenir, surtout pour les meilleurs. Et puis, qui l'université française attire-t-elle Il y a aussi une compétition européenne et mondiale pour attirer les meilleurs étudiants. Ce que vous décrivez, c'est pas forcément les meilleurs qui vont aller à Tolbiac ou qui vont aller à Montpellier si c'est bloqué régulièrement. Donc, en termes de puissance et de puissance intellectuelle, est-ce que c'est aussi une perte pour la France par rapport à ses voisins européens? Si vous me le permettez, peut-être que, il faudrait aussi, parce que c'est facile, on pourrait parler de différentes manières de l'université. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout éviter, notamment, moi je parle pour les facultés de droit, éviter cette vue uniquement pamphlétaire de la faculté de droit, parce que c'est vrai que lorsqu'on sort de la faculté de droit française, en tant que juriste, on en sort avec un bagage juridique très solide et qui se vaut sur le marché du travail, aussi bien français qu'à l'international. Et donc je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant, parce que c'est quand on est lucide sur ces qualités-là qu'on arrive à faire les bons constats et aller de l'avant. Et pour ce qui est de l'attractivité à l'international, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, je connais beaucoup d'étudiants en droit qui sont partis à l'étranger, mais la grande majorité revient. Parce que, pour la simple et bonne raison que le droit est encore une matière très territoriale, malgré les débats qu'on peut avoir sur l'extraterritorialité du droit américain, mais là c'est encore différent. Beaucoup des étudiants, la majorité d'entre eux reviennent après avoir effectué un master à l'étranger. Et la raison pour laquelle ils reviennent, c'est parce que ce droit est territorial. C'est-à-dire que le droit qu'on pratique en France, c'est d'une tradition civiliste, on appelle ça la tradition civiliste, c'est-à-dire un droit écrit, tandis que dans les pays anglo-saxons, américains, c'était tradition common law, donc c'est un droit non écrit. Et donc le système n'est pas du tout le même, le rôle du juge n'est pas le même, et donc ces étudiants reviennent. En revanche, s'ils partent à l'étranger, c'est parce que sur le marché du travail, l'un des critères qui est mis en avant pour le recrutement, notamment des jeunes élèves d'avocats, c'est soit une expérience en école de commerce, soit un LLM, ce qu'on appelle un LLM, c'est-à-dire un master en droit dans une université étrangère. Ce qui est par ailleurs une bonne chose. Passer un an bien évidemment. Pour voir d'autres. Mais ce qui est important, c'est de revenir. Exactement, c'est que ça participe à la formation générale et non pas à une fuite des cerveaux avec. Ah oui, c'est une ouverture sur une autre culture européenne. Alors justement, vous avez raison de souligner qu'il y a aussi beaucoup de bonnes choses à l'université, même si on a évoqué aussi ce qui ne marche pas. Votre ouvrage s'appelle Un mauvais maître, mais on va évoquer les bons maîtres, parce que c'est important aussi de les mettre en valeur. Nos téléspectateurs pourront retrouver une émission qu'on a réalisée il y a quelques mois maintenant sur Jung. On m'échappe. On va retrouver avec Chantal Delsol et Michel Maffezoli, où on a consacré justement à un des maîtres qu'il a formé, avec qui Chantal Delsol avait fait son doctorat. Freud, voilà, on revient. Freud, qui avait travaillé notamment avec les philosophes allemands. Là, on a un exemple de bon maître. Pour vous, Frédéric Rouvillois, un bon maître, comment il se caractérise, en quoi on le reconnaît? Une passion, peut-être, probablement, déjà, de transmettre? Oui, enfin, j'évoquais tout à l'heure, effectivement, le cas de Jean Coronel. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui est à la fois... l'universitaire, il a une double casquette, hein, c'est enseignant-chercheur. C'est donc le vrai bon maître est celui qui est et d'une part un chercheur et donc qui fait progresser la science, le savoir, notamment en écrivant, en participant à des colloques, et qui d'autre part fait profiter finalement ces étudiants, à travers son enseignement, de cette recherche, de cette connaissance qui avance, qui s'approfondit,
qui voilà, qui est une connaissance évidemment critique également, enfin voilà, qui ne se contente pas de lire le manuel des autres ou de décliner ce qu'il y a dans la loi, mais qui voilà, leur donne, pour les juristes, hein, mais leur donne envie d'aller au-delà, de voir ce qu'il y a derrière le rideau, et à partir de là, effectivement, de faire du droit, comme vous le disiez tout à l'heure, non seulement effectivement un moyen de gagner sa vie, voire de très bien gagner sa vie, mais aussi une arme critique et politique, un moyen de comprendre le monde qui nous entoure et de faire en sorte que les choses ne tournent pas trop mal. Il y a aussi des filiations intellectuelles à l'université. En histoire, je connais mieux parce que c'est mon domaine, mais je pense qu'en droit, c'est aussi le même principe. Des gens qui ont fondé des instituts, on a fait une thèse avec quelqu'un et donc on transmet aussi le savoir que cette personne nous a transmis. Donc on a un peu des générations, enfin on peut remonter les filiations intellectuelles. Oui, bien sûr. Malheureusement, alors c'est pas toujours le cas, et d'autre part, c'est voilà, le rapport entre le doctorant et son directeur de thèse sont des rapports en fait très compliqués. Hein. Je pense que les psychanalystes pourraient s'y pencher abondamment. En allemand, le directeur de thèse, on appelle ça le Doktorvater. Doktorvater, donc le père docteur en quelque sorte, ou le père du docteur. Il y a un rapport effectivement de filiation avec tous les problèmes que la filiation peut charrier éventuellement avec elle. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans mon bouquin, où justement, au fond, les problèmes les plus graves qu'on peut rencontrer dans ces cas-là, c'est les problèmes de trahison entre l'un et l'autre, entre le doctorant et son directeur de thèse, ou l'inverse. Jalousie. Oui, enfin, oui, jalousie, narcissisme, enfin, tout est possible, et tout se rencontre. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour le meilleur ou pour le pire. On peut effectivement avoir un directeur de thèse qui nous a énormément apporté et qui nous a vraiment formé, qui est vraiment votre Doktorvater, une sorte de père. Et je pense que le rapport sans doute entre Chantal Delsol et Julien Freund était un peu de cet ordre-là. Et inversement, on peut avoir des très très mauvaises surprises et sortir de sa thèse avec un goût très amer dans la bouche, même quand on a reçu le précieux diplôme. Des bons maîtres que vous avez rencontrés à l'université ? Bien évidemment, oui. Et je pense que vos auditeurs vont voir que c'est un sujet qui me tient à cœur de mettre en avant la faculté française. Bien évidemment, au cours de mon cursus, j'ai eu la chance, et j'en suis très fier de sortir de cette faculté, d'avoir rencontré des professeurs aussi éminents les uns que les autres. C'est des professeurs comme François-Xavier Lucas, Thierry Revet, Philippe Dupichot, je ne vais pas tous les citer, Boris Bernabé, qui est actuel doyen de la faculté Jean Monnet, c'est-à-dire la faculté de droit de Paris-Saclay. Donc oui, bien évidemment, des professeurs tous autant brillants les uns que les autres, et surtout aussi de nombreux étudiants juristes brillants. Donc je suis très très heureux d'avoir pu vivre ce cursus-là et d'avoir eu accès finalement à toutes ces clés qu'on nous donne à l'université française, ces clés de compréhension de notre environnement, et qui aujourd'hui nous permet de nous déployer et de vivre de ça. Donc je pense que c'est assez important de le mettre en avant. L'université suppose une grande autonomie parce qu'on est un peu livré à soi-même. Enfin, si on arrive à prendre cette autonomie et aller dans les cours intéressants et à bien comprendre comment fonctionne le cursus et comment on peut le coordonner, ça peut donner des choses excellentes. Ah, mais absolument. Vous avez la preuve, je suis sûr. Mais non, mais il y a évidemment, Dieu merci, on a. Alors, chaque année, on a effectivement, au fond, des moyennes à peu près équivalentes d'étudiants médiocres, d'étudiants mauvais, et aussi de très très bons éléments. Et à chaque fois, c'est une espèce de surprise renouvelée. Et une sorte d'enchantement pour l'enseignant qui a vraiment l'impression qu'on l'écoute, qu'on le comprend et qu'il va pouvoir faire passer l'essentiel de ce qu'il sait et de ce qu'il lui importe de transmettre. Sur la question de la liberté d'expression, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que celle-ci revienne
qu'on retrouve, enfin ce que vous évoquiez en début d'émission, c'est-à-dire que le professeur soit libre de ses propos, des sujets qu'il défend, avec une discussion aussi normale si des gens ne sont pas d'accord ou s'y opposent. Mais qu'est-ce qui manquerait à l'université aujourd'hui pour qu'elle retrouve ça? Est-ce que c'est une juridictialisation trop importante? Est-ce que ça manque de concurrence entre universités? Non, le problème n'est pas un problème de concurrence. Hein. Le problème, c'est qu'effectivement, cette cancel culture dont vous parliez, effectivement, c'est un état d'esprit, d'une part, qui malheureusement, au fond, est de plus en plus problématique dans beaucoup d'universités. Hein. Moi, j'ai la chance d'être dans une université où on a encore une marge de liberté assez considérable. Mais dans beaucoup d'universités importantes et fameuses, notamment en droit, voilà, être conservateur, de droite, être catholique, affirmé, etc., c'est des choses qui sont très compliquées à assumer. Et très voilà, compliquées, dangereuses. Maintenant, voilà, c'est un état d'esprit, c'est d'autre part un état d'esprit qui est partagé aussi malheureusement par non seulement par les étudiants et par les enseignants, par une bonne partie des juges, et donc voilà, on revient toujours à la même question. Hein. Il y a un système de cooptation, c'est-à-dire que pour avoir un poste, il faut avoir des gens qui nous élisent, donc. Justement, en droit, vous savez, c'est justement l'agrégation. Ah oui, d'accord. Pour vous, c'est différent. Pour nous, c'est différent, au moins au début. C'est-à-dire que, en fait, à l'issue du concours d'agrégation, il y a un certain nombre de postes qui sont offerts dans différentes universités de France. Et il y a un nombre d'agrégés qui correspond à ce nombre de postes ouverts. Et les gens vont choisir en fonction de leur ensemble. Leur classement. Voilà. Le premier choisit s'il est intéressé. Voilà. Parce qu'en histoire ou dans d'autres disciplines, là, on est élu maître de conférence, professeur, donc il faut être dans les petits papiers des gens qui votent, sinon... Absolument, et vous savez que maintenant, en plus avec la nouvelle loi sur la recherche, il va y avoir probablement encore cette dimension de localisme et de népotisme va probablement encore se renforcer, puisque le CNU ne sera même plus là pour avoir un rôle de filtrage. Donc, on se dirige vers des choses qui, sur un plan budgétaire, sont peut-être plus légères, et je pense que c'était pour ça que c'est la véritable raison de la chose, mais qui, sur un plan intellectuel, universitaire, scientifique, risque par contre d'être un peu dégradé. Pour terminer sur le positif, on a quand même aussi écouté des choses très positifs dans cette émission, mais dans vos études de droit, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en bien et... La cafétéria. Ah oui, mais je pensais des choses plus intellectuelles peut-être. Quoique la cafétéria peut être importante. Mais qu'est-ce que vous dites, enfin, des choses qui vous voyez, qui vous serviront pour les années à venir ou les décennies à venir? Je pense que la première vraie révélation de mon cursus, ça a été de rencontrer le professeur que j'ai cité précédemment, Boris Bernabé, qui est un professeur d'histoire du droit, actuel doyen de la faculté Jean Monnet, et qui c'est un professeur passionné. C'est-à-dire que quand il raconte l'épisode de l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui se rend à Canossa, on y est. Et je pense que c'est ces enseignements-là, cette transmission de la passion, qui je pense est le moteur finalement chez les étudiants pour la réussite de leurs études. Donc ça déjà c'est la rencontre avec ces professeurs-là. Ce premier point positif, c'est les professeurs. Le deuxième point, c'est et ça c'est finalement l'enjeu de demain à l'université, c'est l'esprit critique. Clairement, c'est l'esprit critique, c'est le fait que un cours de droit ne se limite pas à un simple exposé froid et mécanique de textes de droit positif. Sinon, finalement, on ouvrirait un manuel et le cours d'amphithéâtre ne servirait plus à rien. L'intérêt d'un professeur, finalement, enfin l'une des grandes qualités d'un professeur de droit, c'est de prendre les différents mécanismes juridiques que l'on aborde, de les déconstruire, d'en discuter, de le commenter, de le faire comprendre et, si besoin est, de le critiquer. Et c'est comme ça qu'on forme de vrais juristes, non pas des simples gras de papier qui font des contrats toute la journée un peu à l'anglaise, on forme de vrais juristes. Et donc je pense que cet esprit critique qui est transmis par les cours et qui est mis en danger finalement, parce que c'est la liberté académique et la cancel culture le met en danger, parce que un professeur, quand il explique tous ces mécanismes, il utilise des exemples, des fois il les pousse jusqu'à l'absurde, mais dans une
dans une vision pédagogique, et bien tout cela est mis en danger. Et donc c'est pour ça qu'il faut, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le Cercle Droit et Liberté, c'est qu'il faut se battre pour préserver cet esprit critique, pour l'aiguiser, pour organiser des débats, réintroduire la contradiction. Donc c'est ces deux points-là, je pense. La rencontre des professeurs passionnés, donc transmission de la passion, une entreprise de transmission, et l'esprit critique. Finalement, c'est le cours magistral, de vrai cours, non, pour le bon maître, enfin le cours magistral de transmission. D'ailleurs, un des problèmes qu'on a rencontrés avec les cours à distance, on peut comprendre que pour des raisons conjoncturelles, il fallait passer par là, mais cours à distance, c'est la négation de l'université et du cours, puisqu'il n'y a plus de contact direct avec les étudiants. Ceci dit, vous savez, quand vous avez 500 étudiants en face de vous, c'est vrai. Le contact direct est quand même assez limité. Hein, donc, il ne faut pas non plus trop exagérer. Bon, effectivement, voilà, le cours à distance c'est vraiment un pis-aller, hein, c'est clair. On ne peut pas faire autrement. Ceci dit, tous les enseignants que je connais ont une hâte de revenir devant dans leurs amphithéâtres pour parler véritablement à leurs étudiants. Et je dis, pour revenir à la question que vous posiez initialement, c'est voilà, le rôle du bon maître serait de comprendre sans doute les dangers de cet état d'esprit, de cet état d'esprit qui remet en cause profondément justement cette dimension critique que vous évoquiez à l'instant, et voilà, de prendre son bâton de pèlerin ou son bâton de militant pour essayer de combattre un état d'esprit qui rend la critique impossible. Et donc, finalement, l'enseignement, c'est là. Et merci à tous les deux, Eric Roubillois et Sylvie Podia. Je rappelle donc votre ouvrage Un mauvais maître, qui est un polar universitaire dans les méandres de la faculté de droit. Et puis, pour nos éditeurs intéressés par la géopolitique, le dernier numéro de Conflit dont le dossier est consacré à la Méditerranée orientale. Et vous pouvez également trouver sur notre site internet notre hors-série consacrée à l'aviation militaire qui plaira à tous ceux qui aiment les sujets militaires et les sujets d'aviation en général. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre émission.